Merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Déjà ce soir, je parle vite, mais l'ambiance va se prêter à ça puisque nous allons travailler avec des personnes qui ont notamment utilisé l'innovation à des fins de rendre plus lisible un travail compliqué, celui de journaliste, un travail parfois dangereux, celui de journaliste d'investigation. Et je vais leur demander, I think we'll be okay with that. We'll just, voilà, je vais basculer là-dessus afin que vous puissiez... Non, c'est pas celle-là. J'aimerais juste avoir leur nom qui s'affiche. Je ne sais plus où il est. Nous sommes perdus, mais heureusement, ce sont deux geeks et c'est un peu tout le sujet de notre affaire ce soir. Ils maîtrisent mieux, voilà, ils maîtrisent cet ordinateur que moi. Voilà. Voilà, très bien. Donc, c'est pas celle-là, c'est pas grave. Ce sont aussi des gens de grande qualité. Hein. Je tiens à préciser que les personnes qui sont là sont aussi des gens de grande qualité, mais on peut pas avoir tout le monde non plus. C'est pas grave. Attends, on va les trouver. On va les trouver. Non mais. Alors, l'homme qui s'exprime actuellement ici s'appelle Cheikh Fall. Il nous vient du Sénégal et il a mené de nombreux projets innovants, notamment Sounou en 2012, un projet mêlant fact-checking, donc vérification des déclarations politiques, crowdsourcing et crowd mapping pour des questions politiques dans son pays. Et à sa droite se trouve Khadija Ismailova. Vous allez voir dans quelques instants comment ça s'écrit parce que c'est un peu compliqué. Et il vaut mieux l'avoir devant soi. C'est celle-là, c'est bon, vas-y. Vas-y. Allons-y tous ensemble. Voilà, formidable. Donc... Alors n'applaudissez pas trop les problèmes techniques parce que ça les encourage. Donc Cheikh qui est là, qui est chef de projet web, qui a créé en 2012 Sounou, qui est un projet qui mélange, comme je vous le disais, beaucoup d'aspects du data journalisme, de l'innovation journalistique à des fins de vérification et de monitoring aussi de la politique au Sénégal, qui est donc son pays. Et il est nominé en 2013 par RSF pour le prix Netizen, et c'est un cyberactiviste. Il nous parlera de ça juste après, mais avant tout, j'aimerais remercier et donner la parole à Khadija Ismailova, qui donc est membre de l'OCCRP, qui est une organisation internationale d'investigation, et qui a une émission régulièrement sur Radio Free Europe, quotidienne en l'occurrence, et Radio Liberty, et qui a reçu le prix du courage en journalisme par l'Organisation internationale des femmes journalistes, la International Women Journalism Foundation, et qui mêle dans son travail de journaliste d'investigation dans son pays, donc en Azerbaïdjan, qui, comme vous le savez, n'est pas, en l'occurrence, dans le haut du palmarès de la liberté de la presse de RSF, un travail d'investigation auquel elle donne un relief particulier, une profondeur particulière et surtout une puissance, finalement une efficacité toute neuve grâce à de nouvelles techniques, grâce à l'innovation amenée par Internet. Et je vais la laisser prendre la parole sur ce sujet afin qu'elle nous présente quelques-uns de ses projets. S'il te plaît, please Khadija, if you'd just introduce your work to... Bonjour. Alors, comme vous l'avez vu, nous ne sommes pas très doués techniquement. La vie nous enseigne à faire des choses que nous n'avons jamais faites avant en Azerbaïdjan. Lorsqu'en 2009, en fait la fin 2008, le gouvernement a décidé d'interdire Radio Free Europe des fréquences locales, nous avons perdu notre autorisation à diffuser nos émissions sur FM. Nous avons été confrontés à la dure réalité. Nous ne savions pas que faire parce que nous sommes des journalistes et nous avions cette autorisation FM et nous diffusions sur FM. Et là, nous étions face à la dure réalité. Que faire? Comment toucher notre public? Ensuite, nous sommes passés entièrement sur Internet. Nous avons formé à nouveau nos journalistes pour qu'ils soient des journalistes multimédia. Nous leur avons donné des caméras, des smartphones et ils ont commencé à produire des vidéos. Le contenu web est devenu viral en Azerbaïdjan. Les gens ont commencé à partager et à distribuer l'ensemble de notre contenu sur Facebook et sur leur blog et à publier et republier nos vidéos et notre contenu web.
Mais là, maintenant, j'aimerais vous parler du contenu qui est très intéressant, du journalisme d'enquête. C'est très intéressant, mais c'est également si compliqué que c'est difficile d'expliquer à quel point nos méthodes, à quel point les méthodes employées par les leaders du grand banditisme et des régimes corrompus le sont. Alors, je vais vous parler de plusieurs enquêtes que notre projet a pu mener sur le grand banditisme et la corruption. Ce sont des investigations. Nous allons commencer à partir de nos propres enquêteurs. Normalement, ils cachent leur nom derrière plusieurs entreprises. On ne voit pas les noms du PDG dans votre pays, mais si on regarde plus loin, on voit que l'entreprise qui reçoit un énorme contrat en Azerbaïdjan est incorporée aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais même là, on ne trouve pas les noms des dirigeants. Ça a été incorporé dans plusieurs autres entreprises au Panama. Et c'est seulement au Panama que vous allez pouvoir dévoiler les noms de ceux qui sont impliqués. C'est très difficile d'expliquer cela de manière brève sur Internet à votre internaute. C'est pourquoi nous essayons de créer des graphismes visuels pour résumer ce que nous voulons dire et leur donner l'image des méthodes employées par ces personnes corrompues. Vous voyez ici, Imam Maliv, c'est le président d'Azerbaïdjan. Il a deux filles, Arzu et Leila. Elle possède 3 entreprises au Panama. Et ces 3 entreprises possède une entreprise au Royaume-Uni et cette entreprise au Royaume-Uni possède des actions dans des énormes contrats pour l'or, d'extraction d'or. Donc on extrait de l'or en Azerbaïdjan. Tout le monde dans ce village où on extrait l'or pensait qu'il s'agit d'une entreprise anglaise et ils mettaient en cause l'Angleterre pour venir détruire leur vie. Parce que ce sont des exploitants, ce sont des personnes qui ont pris possession de leurs terres, ils ont coupé l'eau, ils ont détruit les routes et ils blâmaient les Britanniques pour être venus détruire leur vie. Et c'est seulement en racontant cette histoire que nous avons pu leur expliquer qu'en réalité, ce n'est pas réellement une entreprise britannique. L'entreprise est en réalité liée au président d'Azerbaïdjan et le président qu'ils aiment tant est en fait en train de se faire de l'argent sur leur dos. Ce genre de graphique aide les gens à digérer les énormes quantités d'informations sur les entreprises. Normalement, c'est comme Madroshka. Je ne sais pas si vous savez ce que ce mot veut dire. Ça veut dire c'est les poupées russes. Ce sont en fait des poupées qui sont l'une à l'intérieur de l'autre. Vous ouvrez une poupée, vous en trouvez une autre, et encore une autre, et encore une autre. C'est très difficile de l'expliquer par des mots. C'est pour ça que nous devons trouver de meilleures manières de l'expliquer. Voici un autre exemple. C'est un programme beaucoup plus compliqué. Vous voyez ici un énorme nombre d'entreprises. Et on ne voit les liens entre les entreprises qu'en cliquant sur une entreprise. Là, vous pouvez voir à quel pays il appartient et qui sont les dirigeants et avec quelles autres entreprises elle est liée. Et ici, il s'agit de quoi? Ceci, ça vient d'un projet qui s'appelle les crimes offshore. Ce projet
a reçu le prix Daniel Pearl en 2011. Et ça a été un énorme projet qui consistait à dévoiler les affaires de blanchiment d'argent où il y avait des entreprises russes et ukrainiennes et ainsi que des hommes politiques. Cela a démontré la manière dont ils utilisent des entreprises en Nouvelle-Zélande, par exemple, pour blanchir leur argent et cacher leurs intérêts. Des projets semblables ont été menés pour démontrer... Bon, vous avez sans doute entendu parler du cas Sergei Magnitsky, l'avocat russe qui a été torturé jusqu'à la mort dans une prison russe. Et les personnes qui l'ont torturé en prison ont gagné de l'argent sur son cas. Et notre reporter a pu tracer les entreprises dans les régions offshore et trouver les responsables fiscaux qui l'ont emprisonné. Et ces responsables fiscaux ont des intérêts dans son cas. Maintenant, j'ai du mal à raconter ces histoires parce que ces histoires sont très difficiles à expliquer par des mots. Ce sont des affaires très compliquées, des systèmes très complexes. Et ces images nous aident à visualiser ces affaires. Lorsque nous avons montré ces affaires à des habitants du village, par exemple, où se fait l'extraction de l'or, cela a été clair pour eux, ils ont pu comprendre. Et ensuite, parfois, nous faisons des vidéos. Voici un autre exemple du reporting sur la corruption en Azerbaïdjan. Ceci concerne les entreprises appartenant aux oligarques d'Azerbaïdjan qui résident en République tchèque. Nous avons utilisé le dashboard d'investigation, le projet d'OCCRP. Nous avons utilisé cette plateforme pour rentrer dans les bases de données des entreprises. Et là, nous avons fait une recherche sur les entreprises grâce simplement en y mettant des noms de personnes connues en Azerbaïdjan, des membres du Parlement, par exemple. Et nous avons trouvé qu'un député du Parlement et son frère, qui est le plus grand agent clérical en Azerbaïdjan, a des entreprises en République tchèque. Donc, si on clique ici, on voit les flèches qui mènent jusqu'à leur entreprise et ensuite, on voit les tours de logement qu'ils sont en train de construire. Ensuite, nous avons trouvé qu'il y a une autre personnalité qui est le beau-père de notre président. Lui aussi possède une entreprise qui, en elle-même, possède beaucoup d'autres entreprises en République tchèque et sa fille, qui est la fille du président, possède également beaucoup de propriétés et d'entreprises en République tchèque. Rien de tout cela n'avait été déclaré ou signalé en Azerbaïdjan. Donc, il y a également une question là de fraude fiscale ou d'évasion fiscale, mais également le droit d'Azerbaïdjan interdit aux employés du gouvernement, y compris les députés, leur interdit de posséder des entreprises. Et je pense que ces mêmes lois existent en France, par exemple. Ces personnes-là n'ont pas le droit de posséder des entreprises. Donc, ils sont en infraction de la loi en possédant une entreprise. Et voilà un exemple qui permet de montrer comment ils cachent leurs intérêts dans différents pays et ils évitent les impôts en Azerbaïdjan. En une seule image, nous pouvons démontrer ce qui se passe. Et voici ce que nous utilisons ici en Azerbaïdjan. Merci beaucoup, merci pour ces exemples. Nous reviendrons à tout ça et vous serez évidemment invité à poser des questions à Khadija.
Mais dans un deuxième temps, je vais donc demander à Cheikh, qui nous vient du Sénégal, de nous parler un petit peu de ses projets et de la façon dont il a été impliqué, dont il a lui-même mené des projets innovants dans son pays et ce qu'il a pu voir comme projet un petit peu décalé aussi, qui tire profit des technologies du web au bénéfice d'un traitement journalistique efficace, plus citoyen et aussi un peu plus sympa, quoi. Merci Sylvain. Je vois que la salle s'est vidée. Comme on disait tout à l'heure, Philippe, le plus difficile, c'est souvent après la pause, mais aussi le dernier jour et juste avant la fin. C'est ta responsabilité de remplir cette salle. Exactement. Maintenant. Alors, je vais essayer de les divertir, hein, donc ne soyez pas surpris. Sounou 2012, oui, c'est un projet web citoyen que j'ai créé, que j'ai fondé en 2012. C'était pour faire le monitoring, la surveillance et l'observation, en fait, carrément de l'élection présidentielle. Comme l'a dit Olivier Sagna tout à l'heure, on a vu qu'au Sénégal, en 1993 et en 2000, les élections étaient souvent tachées de fraude, de critiques, de triche. Et même si les médias ont l'habitude de jouer un rôle et qu'en 2000, ils ont participé avec le téléphone portable, il fallait, à un moment donné, essayer de trouver un modus operandi pour essayer de synchroniser cette masse d'informations produite par la presse en premier lieu et aussi produite par les citoyens qui sont souvent dans les centres de vote ou bien au niveau des manifestations. Donc, il fallait utiliser Internet, l'outil qui était à notre disposition et qui est accessible, cet écosystème informationnel, et qui devait être utilisé de façon assez efficace pour faire du crowdsourcing, du crowd mapping, utiliser les outils qui étaient à notre disposition, que sont Twitter, Facebook, Pearl-Trees et Storify pour essayer en même temps de faire de la curation de l'information. Mais il fallait partir en même temps aussi d'un fil qui devait tout simplement agréger l'ensemble des contenus sur des informations publiées sur le Sénégal, sur l'élection présidentielle ou bien sur le processus électoral. Donc j'ai créé le hashtag Sounou 2012 sur Twitter, associé avec une page Facebook, et c'était en quelque sorte une façon d'agréger l'ensemble du contenu envoyé par les citoyens, par la presse et aussi par la presse internationale sur le Sénégal, par des Sénégalais ou bien par des gens hors du pays. Donc il fallait réussir ce premier pari, on l'a réussi, mais pour ne pas trop rentrer dans les détails, parce que je veux parler d'autre chose, de la suite, la plateforme en quelque sorte, elle a permis de réaliser 3 objectifs. Premièrement, l'accès à l'information. Il fallait faire de sorte en fait que le citoyen, où il peut se situer, puisse accéder à l'information, que ça soit le programme du candidat, les discours politiques, la campagne ou bien l'information politique. Deuxième objectif, il fallait essayer de trouver aussi un moyen de faire impliquer les acteurs politiques dans cette logique-là. Impliquer les acteurs politiques, ce n'est pas la même réalité qu'en Europe, en Afrique, au Sénégal plus précisément. Ils ne sont pas forcément sur Internet parce qu'on comprend leur frayeur. Donc cette méfiance, il fallait essayer de leur faire comprendre qu'ils avaient de la chance, une opportunité à saisir. Sur Internet, vous y êtes, mais vous existez dessus. Vos vidéos y restent, vos messages y restent, vos programmes y restent, et vous pouvez avoir en même temps aussi la possibilité de recevoir des feedbacks venant directement des citoyens qui ne sont pas forcément des partisans de votre parti. Donc on leur a tenu un discours pareil, et tous les 14 candidats ont accepté et ont voulu nous rejoindre, et chacun avait son profil sur la plateforme. Alors le profil du candidat était automatiquement synchronisé avec un compte Twitter et un compte Facebook pour permettre en même temps aussi la diffusion de l'information sur plusieurs plateformes, sur différentes plateformes, et cela donne la chance en fait aux utilisateurs d'Internet de pouvoir suivre le candidat, de porter un jugement sur son programme. Et là, je vais insister là-dessus. Il fallait trouver un moyen de rompre avec ce discours du politique qui est souvent teinté de mensonges ou bien de programmes basés sur l'utopie. En Afrique, on nous promet des usines pour construire du mafé, un plat sénégalais, ou bien une usine pour construire des cheveux naturels. On ne sait jamais, mais c'est souvent le discours des politiques. Alors que le programme diffusé sur la toile était accessible à tout le monde. Et une fois accessible, la personne peut venir
amender, commenter et porter ses commentaires là-dessus. Check, juste une petite question là sur ce qui s'affiche. Ce sont donc les informations sur un candidat. Question toute bête, hein, mais c'est son adresse personnelle? C'est son adresse personnelle. C'est son adresse personnelle parce qu'il était candidat. Tu as vu la transparence? Voilà. Il ne pouvait pas refuser. On recevait leur programme, leur agenda durant la campagne, agenda électoral, le bulletin de vote du candidat pour permettre en fait à chaque Sénégalais où il peut être, même s'il est à Helsinki, de pouvoir se rendre compte que c'est le bulletin du candidat. Helsinki, grosse vie sénégalaise, on ne le dit pas assez. C'est son album photo, ses vidéos. Bon, pourquoi les vidéos? Parce que durant la campagne électorale, le temps d'antenne pour un candidat, c'est 3 minutes ou 1 minute 50, si je ne me trompe pas, Olivier. Et il n'a plus droit à l'antenne durant la campagne jusqu'au lendemain. Alors nous, on leur a dit, on est parti les voir pour le débat. Vous venez sur notre plateforme, vous allez télécharger vos vidéos et les vidéos seront accessibles à tout le monde. Celui qui n'a pas la chance de voir votre campagne parce qu'étant au marché au moment de la diffusion, aura la chance de venir sur notre plateforme et de voir la vidéo. Et puis après, donc, on avait un espace commentaire, l'espace le plus important, pour permettre en fait à chaque Sénégalais de venir porter son commentaire sur le programme et donner son avis par rapport en fait au candidat. Donc, grosso modo, c'est ça. Et puis, le jour de l'élection, on s'est constitué un réseau de e-observateurs. Le concept de e-observateur qui signifie tout simplement le citoyen qui se lève et qui se dit « j'ai envie de participer à ma manière à la surveillance de l'élection présidentielle ». Il nous envoie un message, on lui donne un t-shirt, c'était un peu l'appât, l'astuce utilisée, un t-shirt où j'avais inscrit « je m'investis ». Il se rend au niveau de son bureau de vote et il fait partie des premiers à voter. Ensuite, il fait le tour du centre de vote, il prend en photo toutes sortes d'informations susceptibles d'intéresser les Sénégalais. Il les envoie automatiquement sur Twitter via le hashtag Sounou 2012, ce qui nous permettait, nous, derrière, d'agréger à travers cette plateforme toute l'information diffusée à temps réel durant le processus électoral et la surveillance du vote. La loi sénégalaise permet à un Sénégalais d'assister au dépouillement après la fermeture du bureau de vote. On avait donné comme consigne à tous ces e-observateurs d'assister au dépouillement et une fois le résultat affiché par le président du bureau de vote, il avait l'obligation de prendre en photo ces résultats-là et de nous les envoyer sur Twitter et en même temps sur notre plateforme. Et nous, derrière, on avait un logiciel qu'on avait conçu spécialement pour calculer à temps réel les résultats envoyés et c'est ce qui nous a permis, avant 22 heures, d'alimenter les chaînes de télévision, la synchronisation entre médias classiques, bon, je ne dis pas médias traditionnels, médias classiques et nouveaux médias, pour permettre en fait aux Sénégalais d'être informés à temps réel. L'information circule, la télévision reprenait notre fil d'information et nous, derrière, on alimentait la plateforme et on avait des tendances lourdes qui se dégageaient. Donc, il n'y avait plus moyen de frauder, il n'y avait plus moyen de revenir sur les résultats. Et bien entendu, le président a eu quand même l'intelligence d'appeler son adversaire pour le féliciter avant la proclamation des résultats. Donc, Sounou était un outil de régulation aussi. De régulation, en quelque sorte, même si on n'est pas officiel. C'est pas un gros mot, hein, régulation, c'est bien. Il faut être officiel pour jouer le rôle de régulateur. Mais donc, Sounou a joué un rôle de régulation aussi pour lutter contre les fraudes. Exactement. Pour lutter contre les fraudes en amont, parce qu'on a fait des recherches. Le fichier électoral du Sénégal qui est disponible sur Internet à partir d'un site conçu par un ingénieur. Moi, derrière, je faisais mes tests étant chef de projet web. J'ai essayé de bidouiller un peu cette plateforme et j'ai compris qu'un Sénégalais qui devait s'identifier à travers ce site-là pour voir son bureau de vote devait renseigner son numéro de carte d'identité et son nom. Mais ce que j'avais découvert, c'est qu'en changeant le dernier chiffre de son numéro de carte d'identité, il avait la possibilité de retrouver son nom à plusieurs reprises. Donc, 9 tentatives, 9 possibilités de retrouver le nom de la personne et un bureau de vote. Ce qui veut dire tout simplement que cette personne-là, on peut la faire voter de façon virtuelle derrière une machine. Donc, quand j'ai fait mon billet là-dessus et que je l'ai publié sur la toile, le ministre en charge de l'élection
a fait une sortie et puis a dit que l'erreur allait être corrigée et c'était corrigé 48 heures après. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous montrer, tu m'as parlé avant le début de la conférence, parce que tout ça, c'est des arrangements et compagnie, hein, c'est des trucs comme ça. Tu nous as parlé d'autres exemples dans ton pays d'approches un peu innovantes du journalisme. Et c'est moi qui t'ai poussé à parler de Sunu parce que je trouve que c'est une super initiative et c'est la tienne. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous montrer un ou deux exemples de journalisme un peu innovant avant qu'on donne la parole à la salle qui, je le vois, trépigne sur son siège pour vous poser des questions? Alors, j'avais prévu d'en parler parce qu'après Sunu 2012, il faut le dire, hein, ça a suscité carrément une dynamique citoyenne à travers les nouveaux médias. Et Olivier Sagna en parlait tout à l'heure. Ce projet, j'ai voulu en parler parce que c'est développé par des rappeurs et on sait un peu l'importance des rappeurs au Sénégal avec le mouvement Y en a marre. Aujourd'hui, c'est un pays qui compte plus de 3000 groupes de rap et un pays majoritairement jeune. 75% de la population est composée de jeunes, ce qui fait tout simplement en fait que ces gens-là ont une notoriété et ont une forte influence sur la population. Donc après Sunu, les jeunes rappeurs, en fait, un qui faisait partie de Y en a marre, a lancé ce projet qui s'appelle le journal Rappé, qui est une façon de rendre accessible l'information en faisant du rap et en le faisant en mode JT. Et juste pour information, c'est diffusé où le journal Rappé? C'est diffusé sur YouTube, sur une chaîne YouTube, mais comme il y a toujours ce modus operandi entre médias classiques et nouveaux médias, il y a une télévision privée qui est partie vers ces rappeurs-là et maintenant diffuse le journal en prime time chaque vendredi. Et donc, c'est une télévision privée qui est venue chercher les gens qui avaient publié sur YouTube pour le diffuser sur des canaux, sur des médias traditionnels. Classique. Voilà, classique. Abderrahmane n'est pas là. Old school, quoi. On va appeler ça les médias old school. Salam alaikum à tous, salam alaikum à toutes. Bienvenue encore une fois. Yeah. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Plus haute est l'ascension et plus dur sera la chute. Malheureusement, Karim n'avait pas de parachute. C'est à 100 mètres que la route du sommet l'a conduit. Eh ben, je dirais à ta mère de te préparer du zombie. Faut que l'ex-ministre des airs, de la mer et de la terre justifie 650 milliards de butin de guerre. Tout le monde en parle et chacun y va de son commentaire. Allons retrouver à Rebus Awadi, notre reporter. Allô? Ok, merci Roman, ici à tout le PDS. Il crie, ceci n'est pas normal, le refrain du PBS. Yes. Sur les pancartes, on peut lire carrément otage politique. Le peuple est dans le jeu des libéraux, toujours des polémiques. Au Sénégal, la prison est un raccourci vers la présidence. Peut-être vrai pour le perdre, mais pour il dit pas une évidence. Okay. Même si les larmes de la victime l'ont rendu sympathique. Mais nous, on n'est pas amnésique. Il y en a qui disent c'était la même clique. Toujours est-il que ça divise l'opinion publique, mais il y a du boulot. La crise doit être véridique. Depuis Rebus, c'était le général Awadi, Soupendan en international. Merci. La route aux voitures, c'est ce que veut Khalifa Sall. Paver le trottoir et que Dakar soit moins sale. Mais il fait face aux marchands ambulants, aux tabliers, aux encombrants. Refusons... Une partie... D'ailleurs, Cheikh s'est engagé à répondre à toutes vos questions de la même manière. Donc, merci, mais je ne suis pas rappeur. Je ne pourrais pas faire les mêmes gestes et puis avec la même musique. Pour revenir un peu sur ça, donc c'est actuellement le buzz au Sénégal et la presse internationale en parle, que ce soit sur France 24, Al Jazeera, CNN, ainsi de suite. C'est carrément une innovation et j'ai voulu vraiment insister là-dessus parce qu'il fallait le penser et le faire. Et il faut rendre hommage aux traducteurs qui ont traduit le rap en direct. Ah, j'aurais bien aimé entendre ça. Alors, l'autre vidéo, c'est une façon de faire de la revue de presse chez nous. Je ne vais pas tirer une balle sur la presse classique, surtout la presse écrite, mais les Sénégalais n'achètent presque plus le journal. Olivier l'a dit tout à l'heure, on préfère aller sur un site internet qui est en quelque sorte un agrégateur de contenu qui reprend avant 10 heures de toutes les unes et qui publie sur son site. Alors ces jeunes ont voulu faire de la revue de presse en utilisant un peu un ton humoristique, voilà, accessible aux Sénégalais qui se trouvent à 700 km de Dakar. Je vous laisse apprécier, il n'y a pas de la musique, mais ça arrive. Ça rime aussi. Il y a de la musique. Au début, oui.
normalement, c'est comme ça que ça se passe à Dakar. On se retrouve tous devant le vendeur, on regarde les yeux, on discute entre nous et puis après on part, on attend la radio, ou la télé, ou Internet. 5 étoiles. Ce que je n'ai pas compris, mais les procureurs sont les sont forts. Comment? En 2 heures de temps, les gars, ils lisent 3000 pages. Même le cerveau Senghor, il n'a pas fait ça. Mais ça, c'est normal. Mais c'est 42 pages, c'est facile. Plus 3000 annexes. Hey, regarde Karim, il a levé la main comme ça. C'est comme pour dire, je n'ai rien fait, je suis prof, je n'ai pas touché à l'argent. D'accord, voilà. Maman, voici la 5 doigts. Maintenant, l'autre main. L'autre main. En quelque sorte, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est aussi YouTube, le canal de diffusion. Pour le moment, aucune télé n'a... Aucun média old school ne s'y est encore penché. Pas pour le moment. C'est accessible, c'est exportable et c'est diffusable sur plusieurs plateformes. Donc, je ne veux pas trop... on va passer aux questions voilà, de la salle, voilà. même si de toute évidence, on pourrait encore regarder des exemples comme ça avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir ramené tout ça à Cheick pour nous. Merci. Du Sénégal, tu as encore d'autres exemples dans ta poche, ainsi qu'un CD qui va sortir bientôt, à ce que j'ai compris, qui reprend tous tes meilleurs articles, ainsi que tes meilleurs datavises. Ouais, en featuring avec toi. À la bouche, voilà, je suis en featuring, effectivement, on est bientôt sur iTunes. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour l'un, l'autre ou nos deux interlocuteurs ici? Ah, bien sûr, très bien. Pas Abdelrahman. Alors, est-ce que ça concerne l'expression média traditionnel ou pas? Très bien, parfait. Donc, on va pouvoir vous donner la parole. Veillez simplement à vous présenter au préalable, si possible, par un haïku. Bonsoir. Voilà, Abdou. Enchanté. Donc, voilà, je voulais juste rebondir sur ce que notre ami de l'Azerbaïdjan a présenté. Donc, c'est un peu du data journalisme. Je voulais savoir, est-ce que pour pouvoir transposer ce modèle ailleurs, par exemple, moi j'aimerais bien transposer ce modèle en Algérie, sauf que les cartes seront beaucoup plus immenses, vu l'ampleur de la corruption et des milliards qui sont volés chaque jour. Donc, mais comment le faire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un journaliste en collaboration avec un spécialiste en data? C'est ça? Est-ce que vous avez travaillé comme ça? Journaliste pour les données, plus un technicien, un informaticien? Comment vous avez fonctionné? J'aimerais savoir comment vous avez fonctionné pour monter tout ce projet-là, en fait. Alors, on parle là de la cartographie de la corruption en Azerbaïdjan et de comment ça s'est passé exactement. Donc, on rentre dans la technique et ça m'intéresse aussi. Well, j'ai travaillé sur ce projet avec un certain nombre de correspondants dans différents pays, je ne sais plus combien, mais beaucoup. Et en fait, on coopère les uns avec les autres. On a un correspondant en République tchèque, par exemple, qui m'a beaucoup aidé parce qu'une fois que j'ai épluché la base de données, que j'ai trouvé les noms, les entreprises, etc., elle est allée sur place, elle a pris des photos, etc. Donc elle m'a vraiment grandement aidé sur place en République tchèque. Même chose pour mes collègues. Moi, je fais la même chose pour mes collègues russes ou en République tchèque. On s'aide, on s'entraide. Nos correspondants à Mexico nous aident aussi pour le Mexique, etc. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça a bien marché. On a bien réussi à retrouver les gens qui qui avaient détourné des fonds. Ça a marché pour Moubarak, ça a marché pour on a des correspondants en Espagne, en Suisse, on a des correspondants un peu partout. Donc on travaille tous ensemble, c'est comme ça qu'on a réussi à dévoiler cette affaire. Une fois que les choses sont terminées, il y a quelqu'un qui travaille pour ECCRP qui lit l'article, qui comprend les concepts, qui nous parle et qui ensuite donc peut visualiser les choses, faire cette visualisation. Donc il y a maintenant un projet spécifique qui vise à construire une plateforme spécifique avec un programme dédié qui sera bientôt disponible et chacun pourra l'utiliser. Il suffira de saisir les données et ensuite vous aurez, elles apparaîtront sous une forme graphique, comme ça, ce qui vous permettra justement d'avoir cette visualisation graphique. Parallèlement, vous pouvez aller sur investigativedashboard.org, leur site donc, investigativedashboard.org, et vous pouvez leur demander de vous aider.
Ils peuvent vous aider sur la recherche, sur les différentes bases de données. Ils peuvent vous apporter leur aide pour trouver un journaliste partenaire dans un pays. Si vous faites une enquête transfrontière, ils peuvent vous aider à vérifier les faits, à faire de l'édition, la visualisation. Donc ils peuvent vous aider, c'est leur boulot. Hein. Ils sont là pour aider les journalistes à mener leurs enquêtes. Donc moi, dans un premier temps, je demande de l'aide et ensuite j'ai commencé à travailler. C'est pour ça que j'ai pu me lancer dans ce projet. 2 questions pour bien comprendre ce que vous nous dites. Quel est le nom de la plateforme dont vous parliez, plateforme qui permet aux gens de faire ces cartes, premièrement, et deuxièmement, la personne qui s'occupe de la visualisation des données, est-ce que c'est un crypteur pris au hasard ou est-ce que c'est un journaliste qui s'y connaît dans le monde du développement? Alors, le nom du projet, c'est RISE, R-I-S-E. Projet RISE qu'on a vu tout à l'heure, on fait de la visualisation et en effet, il y a un superviseur du projet, c'est Paul Radou, qui est un journaliste d'investigation mondialement connu et qui a fait tomber un certain nombre de têtes en Roumanie au niveau gouvernemental parce qu'il a fait beaucoup de bruit. Ces enquêtes vraiment sont d'excellente qualité. Et il a fait d'ailleurs partie des leaks. Non, absolument. Non, de ce projet RISE qu'on a mené en 2011. C'était un projet énorme. Et ça nous a permis de voir quelles étaient les politiques qui étaient impliquées en Ukraine, en Russie ou ailleurs. Et qui étaient impliqués dans des activités criminelles avec des entreprises offshore. Alors, il supervise le projet, mais il y a également quelqu'un d'autre qui a les mains dans le cambouis, à proprement parler, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, lui, connaît bien aussi les questions d'enquête, d'investigation, etc., donc il comprend ce qu'on fait, et c'est vrai que c'est important que le technicien comprenne bien ce que c'est que le journalisme d'investigation. Hier sur les relations journalistes-développeurs, c'est que finalement, le centre de tout ça, c'est le réseau et c'est aussi le fait de travailler ensemble qui apprend les conditions de travail de l'autre, le temps que ça prend et aussi tout simplement ce qu'on appelle les specs, donc les éléments à donner à l'autre pour qu'il puisse faire son boulot du côté du développeur, du côté du journaliste. Et donc le bon conseil à tous nos jeunes confrères qui se lancent, c'est n'oubliez pas de mentionner sur votre CV le nombre de gouvernements que vous avez fait tomber grâce à vos enquêtes. C'est généralement un bon moyen de trouver des employeurs par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être à Sheikh, peut-être à nos deux intervenants? Oui. Bonjour, donc effectivement, je m'appelle Carole et je suis journaliste indépendante. C'est une question à Sheikh au sujet du projet Sunu. Je voulais savoir quels ont été les coûts à la fois au niveau technique et au niveau humain pour mettre en place ce projet et quelles ont été vos sources de financement. Parfait. Bonne question. Alors déjà, est-ce qu'on peut consulter tout ça sur Internet? Est-ce que vous êtes en open data sur le pognon? Ouais. Oui? Oui. Ah. J'ai fait le canard avant. Ouais, mais oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu besoin de financement pour faire un projet pareil. Donc combien ça a coûté? C'est 0. C'est 0. D'accord. Je me suis investi personnellement. Étant chef de projet web, j'ai conçu la plateforme de A à Z. Je l'ai fait sur mon lit. C'était une façon aussi de... Tu l'as fait sur ton lit? Oui, de me tester un peu. Donc il faut quand même aller à Dakar et ça, c'est compliqué. Après, je l'ai dit tout à l'heure, l'astuce, c'était en même temps d'essayer de faire impliquer les jeunes. Ces jeunes-là qui sont sur Facebook. Le Sénégal est bleu. Quand je dis est bleu, parce qu'on est très nombreux sur Facebook par rapport en fait au taux de pénétration d'Internet et à l'utilisation des outils du web. On est beaucoup plus Facebook que Twitter. Faire participer ces jeunes-là qui passent beaucoup plus de temps sur Facebook pour partager des photos, commenter l'actualité sur le sport, la musique ou bien se faire des amis, leur faire comprendre qu'ils ont le droit de vraiment intégrer cette dynamique citoyenne-là, de prendre conscience des réalités et de se dire en fait que c'est à eux que reviennent souvent les derniers mots, parce qu'on est dans un processus démocratique et dans un processus démocratique, c'est le peuple qui vote.
on leur a dit très simplement dans des messages et dans des tweets, à travers des messages et à travers des tweets, que vous êtes jeune, vous voulez participer à votre manière, vous êtes sur Internet, que vous soyez équipé d'un téléphone portable ou de votre ordinateur portable, envoyez-nous vos messages, votre numéro de téléphone, vos coordonnées, et on vous donnera un t-shirt qui prouve que vous êtes un citoyen modèle. Certains se sont manifestés. On s'est retrouvé avec 150 personnes à l'intérieur du pays et à Dakar. On a essayé de donner des t-shirts à tout le monde. Mais alors, qui est-ce qui a fait les t-shirts? On a cotisé entre nous parce qu'on a une team, je veux dire, d'une quinzaine de personnes qui est composée par l'Association des blogueurs sénégalais. C'est une association qui regroupe tous les blogueurs du Sénégal. On a cotisé entre nous. Ce n'était pas facile. Ensuite, on est parti concevoir 200 t-shirts. Ces t-shirts ont permis à chacun de se positionner comme étant un observateur de l'élection présidentielle, même s'il ne fait pas partie du CENI ou du Sénat. Après, on leur a demandé chacun d'utiliser son téléphone portable, le smartphone. Olivier l'a dit tout à l'heure, 94 ou 95% d'utilisateurs. Un jeune ingénieur a créé une passerelle Twitter qui permettait à un Sénégalais à 400 km d'envoyer un SMS qui sera lu sur Twitter via directement son compte. C'est de cette façon en fait qu'on s'est organisé et qu'on a réussi en fait à faire tout ça. Et jusqu'à présent, on ne s'est pas fait financer et on ne veut pas être financé parce qu'on sait qu'en Afrique, quand on nous donne de l'argent, après on nous demande où regarder ou voir. Donc vraiment pour la neutralité. Je crois que Philippe a une question pour les intervenants. On peut prendre encore une question. On peut prendre encore une question, donc essayez que ce soit très long à répondre pour qu'on puisse encore avoir plein d'infos et qu'on puisse faire profiter de la présence de nos deux intervenants ici. Donc une question bien compliquée, bien vaste, s'il vous plaît. Allez, une question encore. Pourquoi les t-shirts? C'est une très bonne question. Je m'y attendais, je savais que tu allais parler. Ça aurait pu être des pantalons, ça aurait pu être des n'importe quoi. Des jupes éventuellement, ouais. Ça aurait pu être un truc différent pour les observateurs et les observatrices. Pourquoi cette façon d'être unisexe comme ça? Est-ce que ça fait partie de ta démarche? Parce qu'en fait, durant la campagne, chaque parti distribue des t-shirts. C'est en Afrique. Je vote tel, je supporte tel. Nous, on a fait des t-shirts gris, neutres, avec le slogan, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sénégalais, je m'investis. Élection présidentielle 2012. Et derrière, on a mis le hashtag Sounou 2012. Les t-shirts, parce qu'un t-shirt est unisexe. Après, on ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi le body est trop sexy, pourquoi on voit mes... Il y avait quand même un modèle homme, un modèle femme ou c'était... Non, c'était que des t-shirts unisex, je veux dire, voilà, t-shirts simples. C'était une façon de s'identifier aussi et de s'infiltrer dans les bureaux de vote. L'autre astuce, c'est que pour couvrir aussi certains événements, moi, il m'est arrivé, je ne suis pas journaliste de métier, je suis journaliste citoyen. Modeste, je me suis fait confectionner de fausses cartes de presse pour la team. Je le dis, oui, on va apprendre beaucoup de choses. Et j'avais mis vert, jaune, rouge, les couleurs du pays, en haut, carte de presse, ainsi de suite. Sounou 2012, les flics ne connaissent pas Sounou 2012. Nom, prénom, une photo. Pour couvrir et avoir accès à certains endroits, on présente notre carte et puis on rentre. Avec notre t-shirt, on paraît crédible. C'était l'astuce. Il fallait prendre des risques. J'aimerais poser une ultime question auquel je demanderai à chacun de nos... Sauf s'il y en a une. Mais sinon, On attend en fait pour la conclusion que le débat se termine aussi de l'autre côté et qu'ils nous rejoignent. Donc on peut utiliser ce temps-là pour en profiter. Et moi, je pourrais poser aussi une petite question. Pour aller plus loin et pour clore un petit peu ce débat, l'un comme l'autre, vous avez vraiment bossé avec les moyens du bord, avec les moyens qui étaient vôtres, avec un réseau où en vous cotisant, avec quasiment ce que vous aviez sous la main. Aujourd'hui, pour faire un journalisme innovant et pour aller plus loin dans vos ambitions aussi par rapport aux citoyens et à l'information que vous voulez apporter, de quoi auriez-vous besoin dans votre pays pour faire mieux ce que vous avez fait là avec ce que vous aviez sous la main? Question piège. Et oui, je sais. C'est tout le but. Tout ça est un énorme traquenard, je te le rappelle, Cheikh. Alors, au Sénégal. Moi, je dirais pas, je vais pas parler forcément pour moi ou bien pour la team Sounou 2012. Je vais parler pour toute la jeunesse sénégalaise. Et elle nous écoute. Exactement. Il faut une
volonté politique et un courage politique pour accompagner cette révolution numérique en Afrique. Je crois fortement à cette révolution et je pense que c'est une chance pour l'Afrique. Et il faut que l'État essaie de faire de sorte en fait que l'Internet soit accessible avec des frais, voilà, que pourront payer les Sénégalais lambda. Subventionner les outils informatiques, l'achat pour tout ce qui est laptop et autres. Ensuite, accompagner la formation en faisant de sorte qu'au niveau des universités et des établissements d'enseignement supérieur, que des modules en informatique ou bien en sciences exactes puissent être voilà, supportés et accompagnés. Voilà. À mon avis, oui, c'est ce qu'il nous faut. Sinon, merci. La créativité, l'ingéniosité, il faut tout simplement oser. Mais ça, c'est une ressource renouvelable. Et de ton côté, alors, en Azerbaïdjan, pardon, de quoi aurais-tu besoin, de quoi penses-tu que le journalisme aurait besoin pour continuer d'innover et continuer ce travail que vous avez commencé avec les moyens du bord? Eh bien, je ne suis pas aussi altruiste que Sheikh. Et donc, moi, je travaille pour de l'argent. Quoi? Oui, oui, oui. Eh bien, je le fais. Mea culpa. Je travaille pour gagner de l'argent, en effet, mais ce que nous faisons en Azerbaïdjan, c'est que nous essayons de démultiplier nos efforts en invitant des citoyens et des citoyens journalistes à faire la même chose que nous. Un journaliste a été tué en 2005 parce qu'il était le seul à enquêter. C'est ensuite que j'ai décidé de rejoindre ce projet de journalisme d'enquête parce que c'est très important de ne pas être seul dans ce domaine. C'est important qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se partagent un travail dangereux. Nous expliquons la manière dont nous enquêtons. Lorsque je le fais en Azerbaïdjan, je l'explique étape par étape comment j'ai fait pour révéler ces affaires de corruption. Et je montre cela à n'importe qui à travers le pays. Toute personne qui peut lire cette enquête peut voir comment cela s'est fait. Je dirige également des ateliers à la fois gratuits ou bien payants pour des jeunes journalistes ou des citoyens journalistes pour qu'ils puissent faire de même. Nos techniques, eh bien, ce dont nous avons besoin pour faire du journalisme d'enquête, c'est le courage, la curiosité et des compétences. Nous pouvons donc encourager les compétences, mais le courage, la curiosité... c'est pas au programme. Non, je ne donne pas des leçons de courage, mais ce que nous faisons, c'est d'appuyer toute personne qui se trouve en difficulté à cause de ces rapports. Et moi, quand je me suis retrouvée en difficulté, j'ai reçu le soutien d'un très grand nombre de personnes à travers le pays. C'est de ça dont nous avons besoin. Nous devons appuyer ceux qui font ces missions dangereuses. Et voilà ce dont nous avons besoin. Le reste viendra. Et de lecteurs, je pense que c'est une bonne conclusion. Et je vais donc donner la parole à Monsieur Couve qui s'agite debout derrière son pupitre. Et on vous remercie et je crois qu'on peut vous applaudir.